Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on ne va pas faire un référendum, c'est beaucoup trop dangereux, mais on va parler référendum. Les clubs amateurs ayant répondu non à Bernard Laporte en ce qui concerne la venue d'un sélectionneur pas de chez nous, on va se demander ce qui se cache derrière ce non. Puis on se demandera, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Puis on passera au Stade Toulousain, on se demandera si son match, comme qui dirait fou contre Clermont, est rassurant ou inquiétant à quelques jours de sa demi-finale de Champions Cup au Leinster. On parle de tout ça avec le journaliste à rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot. Salut Alex. Salut. Arnaud Requena. Salut Arnaud. Salut Christelle. Et Laurent Campistron. Salut Laurent. Salut. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Eh bien, c'est un grand non. Les clubs amateurs appelés par référendum et par Bernard Laporte à dire s'il fallait un sélectionneur étranger au 15 de France ont donc dit non. La moitié des 1742 clubs affiliés à la FFR ont participé et à 59%, ils ont refusé la venue en résumé de Warren Gatland, puisque avant de prendre un râteau par 2000 clubs amateurs, c'est Joe Schmidt, son premier choix, qui en avait mis un de râteau à Bernard Laporte. C'est plus une fédé, c'est Jardiland. Le problème avec le référendum, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quoi on dit non. Par exemple, là, on ne sait pas si les clubs amateurs ne veulent vraiment pas d'un sélectionneur étranger ou s'ils ont plutôt voulu dire à Laporte tu nous prends pour des fraises des bois et ça va pas le faire. Alors, Arnaud, il veut dire quoi, ce nom, à ton avis ? Aucune idée. Il veut dire non, si j'ai le choix, il veut dire non à un sélectionneur étranger. D'accord. Vous allez demander à des Français de base, moyens, qui ne sont même pas concernés par l'affaire, s'ils veulent un Français ou un étranger, ils vont vous dire en français. Vous allez le demander à des Italiens, ils vont vous dire la même chose. Vous allez le demander à des Américains. Alors après, Alex Bardot a une autre théorie. C'est du billard à 28 bandes. C'est de la politique. Moi, sincèrement, je ne démords pas ce que j'ai dit. C'est une ânerie sans nom d'avoir fait ce référendum. On connaissait, moi, je l'ai dit la semaine dernière, on connaît le résultat d'avance. Oui, toi, t'étais pas surpris. Non, et par contre, je suis très surpris, contrairement à beaucoup de mes collègues, de la participation que je trouve énorme. Ils en seraient bien contents, nos politiques, s'ils avaient 51% de participation à toutes les élections. Je ne parle pas des élections présidentielles, mais à toutes les autres, c'est autour de 40 en France, entre 30 et 40. Donc, c'est beaucoup, contrairement à ce qu'on m'a dit. Moi, je trouve donc, voilà, ils sont... On va débattre de ça, alors. Parce que moi, je trouve que le premier non, il est là, en fait. Le premier non, c'est de dire à Bernard Laporte, mais pourquoi tu nous poses cette question, quoi ? Je veux dire, un vote aujourd'hui en référendum politique, on va dire, qui concerne l'ensemble de la France, aujourd'hui, ça se déroule dans un climat où on sait que depuis des années, il y a une participation faible dans la plupart des scrutins, sauf à la présidentielle, parce qu'il y a un désamour de la politique, etc. Là, c'est la première fois que Bernard Laporte organise un référendum, donc il n'y a pas un désamour des clubs vis-à-vis de la politique ou de la fédération, ou enfin a priori, ou pas de ce genre d'initiative en tout cas. Et clairement, il dit, et puis en plus, ça se fait d'une manière simplissime. Il faut même pas sortir de chez soi, il faut brancher son ordinateur et voter, quoi, grosso merdo. Et donc, il y a un club sur deux qui a dit, mais je vote pas. Mais je trouve ça énorme, moi. Je trouve que c'est pourquoi tu nous poses cette question ? C'est pas notre problème. Ah oui, mais on se rejoint là. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je trouve que c'est un score énorme. Moi. Je trouve que vraiment la moitié des clubs qui choisit d'ignorer ce qui est censé être aux yeux de Bernard Laporte un référendum démocratique et qui est une première, c'est une manière de dire mais que c'était une ânerie. Oui. Non, ben voilà, on est d'accord. Oui. Donc c'est énorme. Donc 1 sur 2, c'est énorme, à mon sens. Oui, Laurent ? C'est pas qu'ils l'ont ignoré, je pense qu'ils ont estimé qu'ils n'avaient pas la légitimité pour répondre à ce référendum. Quoi. Oui. Alors, après, chacun... Alors, plutôt que de dire ne se prononce pas, les mecs, ils ne votent pas, quoi. Oui, mais moi, c'est sur le chiffre, la moitié des clubs, je trouve que c'est beaucoup, la moitié des clubs qui décident de quand je dis ignorer, c'est-à-dire de ne pas voter, quoi. Qui décident de laisser cette question en suspens et de dire règle ton problème tout seul quasiment, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Et sur ceux qui ont décidé de dire non, en revanche, on peut imaginer on sait un peu pourquoi ils ont dit non. Dans à quoi ils ont dit non.
dans les interviews qu'on a faites, que ce soit avant le référendum ou avant les résultats ou après le référendum, il y avait plusieurs idées. Il y en avait une qui était de toute façon ça c'est de la politique. On sait très bien, il y avait un côté et c'est un peu des magots d'organiser ce référendum, ça nous intéresse pas. Il y avait ceux qui disaient mais de toute façon nous c'est pas on n'a pas la compétence pour ça, on n'a pas la compétence pour décider. Donc je pense qu'il y a aussi un peu de ça dans le côté, mais on répond non parce que c'est pas notre problème. Il y a aussi, je pense, des gens qui fondamentalement n'ont pas envie que ce soit un sélectionneur étranger. Et il y a ceux peut-être qui pensent aussi que plus que fondamentalement. Voilà. Il y a peut-être aussi ceux qui pensent qu'il y a le matos en France aujourd'hui. Et puis il y a aussi peut-être ceux qui pensent, mais c'est assez vague parce que on est là pour le coup, on n'a pas contacté l'IFOP ou je sais pas qui pour sonder les raisons précises, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des gens qui pensent que de toute façon le problème n'est pas là, qui ont voté non comme une manière de dire de toute façon français étranger c'est pas la question. Voilà, c'est assez difficile de le dire, mais et puis dernière chose, et là c'est pareil, difficile à quantifier, mais il y a sans doute des gens qui ont dit à Bernard Laporte qu'ils en avaient marre de la politique qui était menée, ou des choix qui avaient été faits, ou des affaires, ou de Novès, puisqu'il faut se rappeler que la semaine dernière a commencé avec la décision des prud'hommes concernant Guy Novès et le million d'euros que la Fédé devra lui verser. Donc peut-être que ça rentre en jeu aussi. Laurent, tu en penses quoi, toi, de Toulouse ? Depuis Toulouse, ce que j'en pense, c'est que je pense que c'était difficile pour les. Moi, je suis d'accord avec Arnaud. Je pense que c'était couru d'avance que le nom l'emporterait assez largement. Enfin, en tout cas dans cette proportion-là, parce que là, je sais pas, demander à des clubs de fédéral 2, 3 ou de division inférieure s'ils souhaitent un sélectionneur étranger alors qu'ils bossent toute l'année avec des entraîneurs français. Je sais pas, ça me paraît. J'imaginais mal un oui sur cette question-là. Après, c'est peut-être un coup effectivement à plusieurs bandes, comme le dit Alex, une manière aussi peut-être pour Bernard Laporte de dire écoutez, ok, je vais vous écouter. Ça peut toujours lui servir un peu plus tard, au moment des élections futures. En fait, moi, l'histoire à plusieurs bandes. Ce que je disais, c'est à Arnaud quand on a eu cette discussion il y a 2-3 jours, c'est que je pense que Bernard Laporte, il a quand même gagné les élections en allant parler aux oreilles des clubs amateurs, en leur disant vous allez payer moins de choses, on va rétablir la démocratie, les décisions elles seront plus prises à Marcoussis. Et là, on arrive à un moment où les élections ça approche, on est à 1 an et demi, il y a une opposition qui est là, et donc là, il a quelque part le moyen déjà de montrer qu'il a établi une démocratie. Puis deuxièmement, je pense qu'il n'a pas voulu s'aliéner une partie du monde amateur en prenant la décision seule de nommer un sélectionneur étranger. Il devait penser qu'il y avait un risque que ça lui coûte des voix lors des prochaines élections, et qu'il valait mieux en passer par les clubs amateurs, parce que imaginons que s'il avait décidé de nommer un sélectionneur étranger, il aurait peut-être mis ces 59% de clubs ados plus la partie qui n'a pas voté. Je sais pas, mais en tout cas c'est peut-être ça son calcul, et au final il est doublement perdant, je crois, parce que le référendum en soi, en tout cas à mon sens, la participation montre que c'est un échec, et ensuite la décision elle va contre celle que Bernard Laporte aurait préférée. Bernard Laporte, lui, était pour la nomination d'un sélectionneur étranger. Je ne vois pas en quoi on aurait pu lui en vouloir de prendre sélectionneur étranger, dans la mesure où depuis 10 ans tu as tout essayé, tu as pris des mecs pas expérimentés, tu as pris le mec effectivement avec le plus beau palmarès, Guy Novès, les résultats sont toujours aussi pitoyables. Qu'est-ce qui reste derrière? Oui, effectivement, tu as la solution étrangère, parce que la solution comprise l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, plein de pays autres que l'équipe de France. Ouais, non, mais moi je dis pas qu'il aurait fallu lui en vouloir s'il l'avait fait, mais il y aurait peut-être eu des clubs qui lui en auraient voulu. Arnaud, tu penses qu'il s'est fragilisé là, Bernard Laporte? Non, je crois pas. Je comprends juste pas pourquoi. C'est le président, c'est Laurent Marty qui dit justement toujours, quand tu es président dans un club ou dans une institution, c'est toi le patron. À un moment, tu dois trancher. Moi, j'ai toujours pas compris qu'il tranche pas lui-même.
Après, l'essentiel, il n'est pas là. Hein. L'essentiel, c'est qu'il faut remodeler le système du rugby français, de A jusqu'à Z, parce que sinon, dans 3-4 ans, avec qui vous voulez, même Alex Bardot, le chantre de l'attaque, on sera battu par la Géorgie et la Roumanie. Donc, non, mais là, je suis très sérieux. Donc, on est vraiment nuls avec tout le monde. Et on dit, ouais, mais on va mettre un Français ou un étranger. C'est pas ça. Hein, c'est juste la conséquence. Il faut faire un système. Et là, j'ai vu, par exemple, Jean-Marc Lermé, l'autre jour, dans son rôle, cela dit, mais qui prend le problème à l'envers en disant, mais oui, mais il faut quelqu'un qui connaisse le top 14 aussi. Mais non, il faut changer tout ça. Ouais. Il faut changer tout ça. On en a parlé avec Alex Bardot il y a 8 jours, qui me dit, oh, mais d'ici 2023, ça n'aura pas changé. Alex me dit ça, mais alors là j'ai dit, mais on arrête tout alors. Non, mais moi, on arrête tout, on sera battu par tout le monde. Écoutez bien ce que je veux dire, on sera battu par tout le monde et on arrête tout. Mais après, quand je dis rien n'aura changé, c'est que je le pense, parce que il n'y a aucun signal qui montre que les choses vont changer. On est d'accord, parce que personne ne parle de ça. Tout le monde parle de trucs annexes, du nom de l'entraîneur. C'est pas le nom de l'entraîneur, c'est le système. Alors, il faut gagner des matchs. Le Grenoble-Toulon que j'ai vu l'autre jour, vous le virez déjà dans la saison. Il sert à rien. C'était nul, l'arbitrage était nul, de A jusqu'à Z, ça sert à rien, vous gagnez des dates. C'est pas parce que c'est Grenoble, il y a des équipes, c'est comme ça, ils ont rien à faire là-dedans, quoi. Si vous voulez tirer vers le haut, il faut changer le système et pas un homme aussi doué qu'il soit. Aujourd'hui, il butera sur des problèmes. Voilà, ça fait 10 ans que les 4 sélectionneurs consécutifs ont buté sur les mêmes problèmes. Ils avaient leurs défauts, certes, mais le fait que ces problèmes soient récurrents montre qu'on est dans un truc systémique, enfin, quelque chose qu'on a déjà raconté 1000 fois à ce micro. Et donc quelque part, la question même, effectivement, de ce référendum était une non-question, quoi, parce que déjà, quelque part, je pense que oui, sélectionneur étranger, français, j'ai même entendu des gens dire après tout, je veux pas un sélectionneur étranger, mais pourquoi pas Vern Cotter, parce que Vern Cotter, alors certes il est français, va me dire Arnaud, mais tout ça pour dire qu'il y avait une forme d'absurdité en fait. Étranger, ça veut tout dire, rien dire. Et puis de toute façon, c'est pas le problème, quoi. Le problème aujourd'hui, il dépasse largement ça. Et est-ce qu'il est envisageable qu'il fasse fi du résultat du référendum? Ça, en politique, ça s'est vu pour le coup. Mais... Non, là, ça serait trop gros. Non, il l'a dit avant, il l'a dit après. Non, après, en plus, ce qu'il a expliqué, qu'on peut comprendre, c'est qu'un bureau fédéral, il avait, dans ses élus, il avait de l'opposition à ça. Des mecs qui disaient, non, nous, on veut un Français. Et, moi, déjà, en bureau fédéral, j'ai pas l'unanimité, j'en appelle au club, quoi. Mais bon, il y a un moment où... j'en sais rien, c'est peut-être pas très démocrate ce que je veux dire, mais le bureau fédéral, le président, il fait comprendre que c'est l'intérêt général, quoi. Ses prédécesseurs, je vais vous dire... d'autant qu'on ne le sent pas spécialement timide pour trancher, Laporte. Non, a priori, non. C'est pas trop son genre de timide. Et est-ce qu'on peut naturaliser Warren Gatland? Hein? Faudra aller très vite. Il a combien d'années de résidence? Juste Laurent, comme ça, est-ce qu'à Toulouse, toi t'étais à Toulouse ce week-end? Oui, j'étais au match hier soir contre le Clermont. Est-ce qu'on en parlait un peu de ça, ou est-ce que les joueurs avaient d'autres chats à fouetter, d'autres talonneurs à assommer aussi, accessoirement? Non. Enfin, hier soir, en l'occurrence, vu le match qu'il y a eu au Stadium, on n'a pas vraiment parlé de ça. La question qui se posait les jours précédents, c'est autour de Dugo Mola et son staff, quoi. Est-ce qu'ils font partie des candidats potentiels à la suite de Brunel? Voilà. A priori, ils sont plutôt parmi les candidats, effectivement, potentiels. Mais de là à ce qu'ils franchissent le pas, c'est loin d'être évidemment certain. Encore faut-il qu'ils soient évidemment sollicités, quoi. Et parce que maintenant, il va falloir s'accorder avec un entraîneur français, et s'accorder éventuellement avec son club, sauf si c'est Fabien Galtier ou Raphaël Ibanez ou un autre, mais bon là je vois pas, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais on est dans une urgence, c'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, il va falloir trancher, et il faut rappeler le temps perdu, parce qu'il y a 6 mois encore, Bernard Laporte défendait l'idée que Jacques Brunel, c'est même pas qu'il défendait l'idée, c'est il défendait cette idée, mais en plus il y avait un contrat. Jacques Brunel est sous contrat jusqu'en juin 2020.
Et l'idée, c'était de dire, on attend jusque juin 2020, comme ça on pourra anticiper aussi avec dans les négociations avec le club, le futur sélectionneur. On aura le temps, on ne sera pas pris dans l'urgence. Finalement, tout ça a volé en éclats parce que le tournoi est passé par là, qu'on a décidé que finalement Jacques Brunel arrêterait son bail après la Coupe du Monde, que l'idée c'était d'avoir un sélectionneur étranger. Et puis en fait, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation que le rugby français voulait, ou au moins que Bernard Laporte voulait éviter, celle de devoir trancher dans l'urgence, négocier dans l'urgence. Et là, il est très pressé. C'est l'idée de... prenons un exemple, par exemple. Il voudrait Franck Azema. Et si Clermont disait oui, pour Azema c'est super, mais on est le 15 avril, donc ce serait en juin 2020, là c'est une idée qui est complètement abandonnée, ça n'existe plus. Là, l'entraîneur, là, il faut qu'il arrive dès la fin de la Coupe du Monde. C'est fini, quoi, le contrat de... on paiera le reliquat du contrat de Brunel, mais Bernard Laporte considère, il y a 4 ans, il y a plus mais c'est même plus un jour à perdre pour lui. Et imaginez un club aujourd'hui... 4 ans avant la Coupe du Monde à domicile, je veux dire. Ouais. Imaginez un club aujourd'hui, type Clermont, Lyon, avec Pierre Mignoni, Toulouse, avec Hugo Mola, un club à qui voit arriver Bernard Laporte, et Bernard Laporte lui dit « je voudrais ton entraîneur ». Aujourd'hui, un Mignoni, par exemple, il a anticipé sur la saison prochaine, il a fait signer des joueurs, recruter des joueurs, prolonger des joueurs en disant « je serai là la saison prochaine ». Et donc là, Lyon devrait, si Lyon acceptait, Lyon aurait à trouver un nouveau patron de son projet sportif, parce que c'est le cas de tous les entraîneurs qui sont visés, grosso modo, de Mola, Labi de Travers, Azema, Cotter, Mignoni. Donc il faudrait trouver un nouveau patron sportif, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, à l'instant T. Donc voilà, c'est encore une fois une situation d'urgence extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le cas d'un Galtier ou d'un Ibanez deviennent les cas les plus évidents a priori, parce qu'eux au moins ils sont libres, quoi. C'est terrible, on en arriverait à une situation par défaut, même si Fabien Galtier est considéré comme un très bon technicien, Ibanez un peu moins pointu que Galtier a priori, mais bon, après il y a quand même un truc, c'est que tous les candidats entre guillemets là, ils ont tous des clauses pour rejoindre l'équipe de France. Au moins c'est pas très compliqué, à part Urios, mais qui de toute façon ne rentre pas dans les plans. Mais Urios qui n'a pas de clause, lui, il n'est pas arrivé à Bordeaux, donc il n'a pas une pour partir avant d'arriver. Mais les autres, ils ont tous des clauses pour sortir. Donc le cas de figure existe. Après, il suffit l'accord du club pour la... La clause, elle n'est pas signée par la FFR, elle est signée par le club. Donc après, moi, je ne les ai pas vues, les clauses. Alors, je ne vais pas prendre Azema, changeons, prenons Mignoni. Peut-être qu'il a une clause au 15 avril. On y est aujourd'hui, au 15 avril. Donc voilà. Souvent, les joueurs, ils ont des clauses, ou les entraîneurs, c'est au 15 avril, à 3 mois de la fin de la saison. Mais là, ils ont tous ces clauses. Donc Laporte a au moins le truc de se dire, bon, il va dépoiler un club, mais il ne va pas avoir à rembourser, etc. Quoi. Ils peuvent partir pour la sélection nationale. D'accord. Et est-ce que la semaine dernière, Arnaud, tu nous disais que pour toi, Laporte, c'est un sélectionneur qui est le meilleur. C'est pas du tout envisageable qu'il soit en même temps répondu président. À ça sur RMC. L'autre jour, on lui a posé la question d'être carrément président-entraîneur. Il a ri en disant que c'était impossible, que des mecs lui avaient dit en plaisantant, mais que c'est quand même impossible. Mais en fait, c'était assez rigolo, cela dit, parce qu'on lui demandait, mais... pourquoi vous avez focalisé sur ces étrangers? Ça veut dire que si vous prenez un Français, déjà il va se dire on n'est pas bon parce qu'il en voulait 5 avant nous. Mais il dit mais non, mais j'ai pris les mecs qui ont gagné à l'étranger ou qui ont gagné des Coupes d'Europe depuis 10 ans. Ce qui n'est pas vrai parce que lui il en a gagné 3. Donc il fait partie de cela. Et c'est pas si vieux que ça, c'était en 2015 la dernière. Donc voilà, mais non, après c'est pas... je sais pas ce qui peut arriver. Où il démissionnerait, il deviendrait entraîneur, mais enfin, je le vois pas, je pense qu'il est passé à autre chose, quoi. Vous me diriez, après la Coupe du Monde, non, il sera encore président. Plus tard, il sera sélectionneur de l'Angleterre ou l'Irlande, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas? Mais l'équipe de France, il a fait 8 ans, quoi. Là, il est président de la Fédé, ça fait... je sais pas, je l'imagine mal. Ce serait absurde, quand même. Ouais. Ce serait une situation... Ça ferait parler, mais bon... Ça, c'est sûr. On n'est plus vraiment à une absurdité près, là. Non, mais là, ça serait une sorte de sommet, quand même.
Le premier entraîneur, sélectionneur, président depuis Bernard Tapie. Depuis Bernard Tapie, oui. Qui en plus n'avait jamais joué, lui. Exactement. Ok, on va laisser là cette étonnante fédération. Pour le dernier thème, on passe au Stade Toulousain. Ce week-end, le leader du top 14 recevait son dauphin Clermont. Les deux équipes ont offert un match un peu dingue, 47-44 à la fin, 10 essais, 4 commotions aussi, entre parenthèses. Alors certes, Toulouse a su se remobiliser à chaque essai encaissé pour finalement remporter ce match, mais quand même, face à un Clermont remanié et privé de talonneur pour finir le match quand même. Encaissé 44 points à une semaine de la demi de Champions Cup au Leinster. Laurent, c'est plus inquiétant ou t'es pas très inquiet toi? C'est à la fois rassurant par certains côtés et inquiétant par d'autres. Rassurant parce qu'ils ont encore marqué des essais somptueux. Je pense au premier de Guitoun, à l'exploit individuel de Colby qui n'en est plus à un près. Il y a aussi des essais très bien construits par les avants, Gray, même le dernier conclu par Guitoun. Tout ça c'est très bien, notamment ce qui est bien aussi c'est le caractère affiché par l'équipe, puisque c'est pas la première fois qu'ils s'en sortent après deux matchs ou en tout cas un scénario assez compliqué. Au Racing ils avaient fini par gagner à 14 contre 15 en quart de la Coupe d'Europe. Là, ils gagnent alors qu'ils sont menés de 11 points à 10 minutes de la fin. Ils arrivent à renverser le score. Certes, dans une circonstance un peu particulière avec l'absence de talonneur en face qui leur a sérieusement facilité la tâche. Mais bon, une fois qu'on a mis tout ça qu'on a parlé de tout ça, il faut effectivement dire qu'ils ont pris 44 points, ce qui est beaucoup à une semaine d'une demi-finale de Coupe d'Europe, qu'ils ont montré quelques carences, notamment sur les sorties de camp. C'est-à-dire qu'ils ont marqué des points, ils en ont pris juste derrière d'autres de façon vraiment beaucoup trop facile, soit en commettant des erreurs grossières à la retombée des renvois, soit en se vautrant dans les sorties de camp. Ça a été souligné par Régis Sonn hier, l'un des entraîneurs du Stade Toulousain. Donc quand on s'apprête à défier une équipe comme le Leinster, qui est une mécanique parfaitement huilée, une organisation clinique, c'est tellement difficile de leur marquer des points à ces Irlandais. Si vous en prenez d'autres, vous en prenez juste derrière, vous avez quasiment aucune chance de voir la finale de la Coupe d'Europe à Newcastle au mois de mai, quoi. Ils ont perdu chez eux aussi, le Leinster. Ouais, mais bon, là, c'est totalement incomparable parce que Leinster, je crois qu'ils ont fait tourner quasiment 100% de leurs joueurs, quoi. Les week-ends qui précèdent les matchs couperés de Coupe d'Europe, en général, ils alignent l'équipe B. Alors que Toulouse, hier, avait quand même une équipe solide au coup d'envoi, quasiment l'équipe type, à 2 ou 3 joueurs près. Je pense que c'était les 15 qui démarreront à la Stadium dimanche prochain, quoi. Alex, tu les vois passer, toi, contre le Leinster, les Toulousains? Non, très, très difficilement. Parce que je pense que le Leinster, comme le disait Laurent, c'est une équipe extrêmement méticuleuse, précise, et qui ne nourrira pas le Stade Toulousain de ce que le Stade Toulousain préfère, à savoir les ballons de récupération, parce que c'est une équipe qui en perd très peu, qui est capable d'enchaîner les séquences. Donc je pense qu'ils sont pas favoris, loin de là, mais en même temps, comme on disait après le quart de finale, on ne voit plus la limite du Stade Toulousain. Là, à force, les matchs s'enchaînent, ils font tourner, ils se déplacent pendant le tournoi sans la moitié des internationaux. On se dit là, attention, ils vont peut-être perdre. Ils reçoivent Lyon qui marchait sur l'eau sans les internationaux. On se dit attention, puis ils en mettent 50 en réalisant une équipe première mi-temps extraordinaire. On a vu leur limite la semaine dernière sous la pluie, qui risque de se reproduire à Dublin. Alors c'était pas l'équipe A, non, mais c'était quand même limite. Et j'ai vu notamment Didier Lacroix, en marge d'une interview, on a discuté, et en gros, il me disait qu'il ne faudrait pas passer de 14 victoires d'affilée à une série dans l'autre sens maintenant, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il a battu Clermont. Mais on sentait qu'il était inquiet, pas l'inquiet de circonstances comme Novès pouvait l'être, mais assez sincère, quoi. Après, moi, le match d'hier, je ne l'ai pas vu, mais ce qui ne va pas m'empêcher d'être perfide. Je pense que l'avantage pour les Toulousains, c'est qu'ils ne doivent pas avoir trop mal aux épaules aujourd'hui, quoi, comme les Clermontois. 91 points dans un match. Tu l'as pas vu, donc? Non, je l'ai pas vu, non. Mais j'ai pas vu, mais j'ai surtout entendu parler de l'arbitrage. C'est un peu trop perfide. J'ai beaucoup entendu parler de l'arbitrage. J'allais te demander si justement ces matchs à 90, 100 points, ça te ravissait ou ça te consternait. Ça me ravit. Si, je suis très très content, franchement. Super. C'est vrai que moi je préfère les 9. C'est du flag, comme dit ma fille qui a 7 ans. Tu sais, à l'école, on joue au flag.
Au flag rugby. Non, mais je pense, Arnaud, il faudrait voir le match pour dire ça, en fait. Parce que je pense que c'est un match, Laurent, tais-toi, où il y a énormément d'intensité dans les déplacements, il y a de l'intensité dans le combat. Après, je pense qu'il y a deux équipes hyper talentueuses, avec des individualités. Et à un moment, les individualités, elles sont capables de faire basculer des matchs. Je veux dire, quand le Racing rate 35 plaquages en quart de finale en première mi-temps contre le Stade Toulousain, c'est pas parce qu'ils sont en mode Super Rugby, c'est parce que le Stade Toulousain, ils sont capables sur des duels de déstabiliser n'importe quelle défense. Et ça, voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est à un moment, c'est le jeu et le talent aussi qui créent des situations. Et hier, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de talent. Et c'était un match. C'était peut-être pas un match de phase finale. Et effectivement, du coup, les joueurs étaient un peu relâchés dans le sens ils osaient faire des choses. Mais tant mieux, quoi. Enfin, on s'est tellement ennuyé sur certaines saisons. Là, on commence on sent depuis 2-3 ans qu'il y a un truc qui bouge et que globalement, il y a des équipes où il y a des matchs passionnants. Voilà, on va pas. Moi, je trouverais ça dommage de réduire ça à ça plaque pas. Bah non, c'est pas vrai. Ouais. C'était quand même pas un match à toucher. Il y a qu'à voir le nombre de commotions qu'il y a eu. Il y a eu trois cartons dans le match. Bon, les mecs, ils se sont quand même pas sortis du combat. Hein. Toi, t'as dit toi-même qu'ils s'étaient vautrés dans la sortie de camp. Donc, si tu te vautres dans la sortie de camp, ils ont mal géré des choses. Il faut pas le faire contre l'Esther, ça. Ils ont mal géré des choses. Ils ont manqué de maîtrise, quoi. Mais c'est pas manqué d'engagement. Et c'est vrai que ça fait 2 matchs depuis le quart de finale, en fait, où il y a l'impression qu'ils manquent de maîtrise sur des choses, sur des basiques, quoi. Est-ce qu'ils vont... qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est un signal de quelque chose qui est en train de se déliter ? Ou est-ce que c'est... je pense qu'on y a beaucoup de force mentalement aussi dans une série comme celle qu'ils ont faite, comme dans un quart de finale comme celui au Racing. Dans la préparation d'une demi-finale, on laisse mentalement beaucoup de force. Et peut-être qu'à un moment, ça vient à manquer sur des matchs comme ça. Régis Saune, l'entraîneur, et je crois que c'était Sofiane Guitoun aussi après le match... avait noté qu'il y a eu beaucoup de nervosité avant le match dans la semaine. Alors les deux se rejoignaient pour dire que c'était sûrement parce que les grandes échéances s'approchaient, qu'il y avait beaucoup de concurrence dans l'équipe, que l'équipe était très jeune, que forcément ça devait un petit peu jouer sur le comportement des uns et des autres. Chacun veut faire partie du groupe qui attaquera les matchs couperés, à commencer par le prochain, bien sûr, à Dublin. En parlant de concurrence, il en est où, Tamac ? On dirait qu'il est en retrait, là. Alors, non, il était effectivement en retrait notamment à Toulon. Il est passé complètement à travers Betty-Keter, la semaine dernière. Oui, non, il n'a pas été bon du tout. Non, mais je parlais même en retrait, puisque là, il était pas titulaire, quoi. Non, il n'était pas titulaire, mais je pense que c'est lié à sa performance de Toulon. Hein, et je pense qu'il au Racing aussi, il avait été en dedans. Ouais, tout à fait. Ouais. Il voulait essayer déjà la charnière Bézi-Dupont. Je pense que ce sera la même qui débutera à Dublin, d'autant que Holmes a pris un coup sur la tête et il est pas du tout sûr qu'il récupère d'ici là. Donc ça paraît déjà réglé. Après Ntamak, il fait quand même une bonne rentrée hier à la place de Holmes en deuxième période. Il avait retrouvé de l'énergie dans ses appuis, tout ça, on sentait qu'il était dans d'autres dispositions. Ouais, tout à fait. Donc il marque un essai, bon ça va peut-être le relancer et du coup il est candidat effectivement pour jouer pour démarrer dimanche. Je pense qu'il sera en concurrence avec Aki, qui était ménagé là parce qu'il a une petite déchirure, je crois, mais qui sera dispo pour le week-end prochain. Donc voilà, il y a une place qui se joue entre les deux pour accompagner bien sûr Sofiane Guitoun qui lui. Et Holmes, tu le mets où? Et Holmes, tout dépend, tout dépend de comment il va se rétablir un petit peu de la commotion qu'il a subi hier. C'est encore un petit peu trop tôt là pour le dire. Mais il serait centre ou 10? Non, centre, je pense. Ouais, a priori, si tu fais cette charnière, c'est pour la remettre la semaine après. Exactement, ouais. Bézi Dupont, 9 et 10, ça semble écrit d'avance. Et donc après, Holmes, s'il joue, ce sera au centre. Après, la question qui va se poser aussi, c'est autour de Thomas Ramos. Thomas Ramos qui fait 9 sur 9 hier, notamment en passant des transformations du bord du terrain. Je crois qu'il y en a 3 comme ça, vraiment très très difficile à mettre qu'il les met. Et heureusement d'ailleurs, parce que vu le score à l'arrivée, s'il n'avait pas été là, s'il avait eu cette réussite, Toulouse n'aurait certainement pas gagné. Donc lui s'il joue ce sera en 15. Du coup ça va obliger le club à décaler forcément Colby qui est incontournable donc sur une aile. Il n'est pas forcément le plus, c'est pas là qu'il touche le plus de ballon et donc là où il est le plus dangereux, même si hier il a suffi d'un ou deux coups pour faire la différence. Et donc il reste une place pour UG, pour Médard, voire Touzem, même si Touzem me semble un petit peu en retrait. Et donc voilà, donc qui faire sauter entre UG et Médard, bon courage à Hugo Mola et ses adjoints. Oui, mais si Holmes joue, il va buter. Pas forcément.
Non. Ça pourrait. T'es pas obligé de mettre Ramos, je veux dire. Non, t'es pas obligé de mettre Ramos. Hier Holmes et Ramos ont débuté. C'est Ramos qui a pris le but. D'accord. Ramos, c'est clairement le numéro 1 au niveau de la prise de responsabilité des tirs au but. Ouais. Toi, Laurent, tu les vois passer contre le Leinster ? Compliqué quand même, très très compliqué. Attention, c'est quand même toute une ville t'écoute. Non, mais c'est une équipe, c'est une telle machine, le Leinster, qu'elle a gagné là-bas. Je crois qu'ils perdent jamais dans leur stade, hein, que ce soit la Viva ou l'autre. Donc c'est forcément dire qu'ils vont se qualifier, ce serait vraiment très présomptueux. Je pense qu'ils peuvent je les vois faire quand même un meilleur match qu'en janvier, là, quand ils avaient pris 29-13 match retour en phase de poule. Alors déjà, ils sont davantage prévenus qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ils vont sûrement aussi corriger les scories d'hier. Je pense qu'ils seront un peu plus vigilants sur notamment les sorties de camp. Je pense qu'il y aura match. De là à les voir gagner, quand même, ça me paraît, c'est assez compliqué. Okay. Donc match serré. J'espère, hein. Ça fait peur. Ouais. Depuis quand le Leinster n'a pas perdu à domicile? Moi, je les ai vus il y a pas très très longtemps perdre contre Toulon en 2016. Ouais. 2016-2017 vers le 20 décembre. Oui, mais c'était en phase de poule, non? En poule, c'était en phase de poule. Je crois qu'il faut remonter très très loin, un match couperé à partir de la phase finale. J'ai pas en tête la date, mais il faut remonter très loin. Tu avais des dents de lait encore, Arnaud? Oui, j'en avais pas même. Très bien, messieurs, eh bien merci. On va s'arrêter là pour cette semaine. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, en direct de Toulouse, avec Alexandre Bardot, avec Arnaud Requena. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.